Aujourd'hui, nous allons parler des jeux de mots, des jeux d'esprit. Dans un ouvrage qui est paru en 1905, Freud étudie le mot d'esprit en relation avec l'inconscient, en établissant un lien avec l'humour, avec le rêve et avec les processus de l'inconscient. Et il s'appuie sur des exemples de jeux de mots, sur des anecdotes, pour démontrer de quelle façon le mot d'esprit révèle finalement des pensées refoulées et des mécanismes psychiques complexes. Dans son analyse des techniques du mot d'esprit, Freud distingue plusieurs procédés qui permettent sa création. D'abord, la condensation avec substitution. Par exemple, lorsqu'un mot ou une idée se trouve fusionné avec une autre. Et il illustre ce premier procédé par l'exemple de familionnaire au lieu de familier millionnaire. Autre procédé, le double sens et le jeu sur les mots. Et dans ce cas, certains mots sont utilisés simultanément dans deux sens différents, jouant ainsi sur le phénomène d'ambiguïté. Ou encore, troisième procédé, la modification minimale, c'est-à-dire lorsqu'un mot se trouve légèrement modifié pour donner une nouvelle signification. Exemple fourni par Freud, antésémitisme au lieu de antisémitisme. Enfin, l'association d'idées quand des éléments éloignés sont mis en relation par l'esprit. Freud rapproche ces techniques de celles qui sont utilisées dans les rêves, où l'inconscient procède de la même façon par condensation, par déplacement, lorsqu'il y a substitution d'un élément par un autre, ou encore par la représentation indirecte d'idées refoulées. Il s'agit bien d'exprimer des pensées inconscientes en contournant la censure du surmoi. Pour ce qui est de la psychogénèse du mot d'esprit, Freud identifie deux motivations principales. D'abord, le jeu de mots peut tout simplement procurer un plaisir intellectuel par sa construction ingénieuse. Ou alors il sert à exprimer des pulsions refoulées, notamment sexuelles ou agressives, sous une forme socialement acceptable. Freud explique que dans ce deuxième cas, ces jeux d'esprit peuvent être dirigés contre des figures d'autorité, des institutions, des tabous culturels et servent parfois de moyens de critique sociale. Quand on relie les deux motivations, eh bien le mot d'esprit permet de contourner la censure psychique et sociale. En simplifiant un conflit interne ou une tension, il va générer du plaisir en évitant l'effort psychique qui est normalement requis pour traiter certaines pensées refoulées. On peut donc distinguer plusieurs types de plaisir. Il y a d'abord le plaisir du jeu intellectuel qui est lié à la concision, à l'astuce. Il y a le plaisir économique par la réduction de l'effort psychique, ou encore le plaisir tendancieux qui exprime de l'agressivité ou qui permet la libération des désirs refoulés. Pour ce qui est du rôle social du mot d'esprit, Freud note que celui-ci permet une communication implicite d'idées interdites ou tabous, et aussi qu'elle renforce les liens sociaux en créant une espèce de complicité entre ceux qui le comprennent, et enfin qu'il peut être utilisé pour manipuler, pour influencer ou pour déstabiliser. Dernière partie, comment distinguer le mot d'esprit du comique en général ou de l'humour? Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, selon Freud, le comique repose sur une perception spontanée d'un contraste. L'humour, quant à lui, est une manière de surmonter une souffrance ou une déception, une manière pour le surmoi de protéger le moi contre l'angoisse ou la détresse. Le mot d'esprit, pour ce qu'il concerne, est plus élaboré et il nécessite une construction intellectuelle. En conclusion, eh bien, je vous invite à lire ou à relire cet ouvrage dans lequel Freud démontre que le mot d'esprit n'est pas seulement un jeu intellectuel,
c'est un phénomène profondément enraciné dans la psyché humaine qui joue un rôle fondamental dans la communication, dans la critique sociale et dans la gestion des conflits internes. Le mot d'esprit et ses relations à l'inconscient.